Je voudrais qu'on revienne dans cette vidéo sur l'épidémie de créateurs de contenu qui, au bout d'un moment, s'asseyent face caméra avec des cernes longs comme le bras et font des excuses à leur communauté. Donc vous avez plein de cas de ce type-là. Vous avez eu Norman qui a été une des grandes vidéos à ce sujet. Vous avez le cas Villebrequin. Vous avez plus récemment le cas d'Annie Canigula qui, lui, a publié un long article pour justifier son comportement. Et ce que je voudrais, c'est qu'on porte un regard rhétorique là-dessus, parce que ça illustre un concept dont je vous parle assez souvent, celui de tribunal populaire, mais également le concept de nouvelle agora. Et je voudrais que vous écoutiez cette vidéo en vous disant, bon, moi je ne suis pas concerné directement par ça, je ne suis pas quelqu'un qui tape dans ma base de jeunes abonnés ou ce genre de choses, mais vous pouvez vous retrouver dans une situation où il y a une cabale qui se déclenche contre vous, et même si la justice au bout d'un moment peut vous donner raison, eh bien, la vague de critiques, la vague de haine que vous avez reçue vous a complètement détruit. C'est le cas de Norman, hein, parce que si vous regardez, je ne juge pas sur ce qu'il a pu faire parce que j'en sais rien, mais en tout cas, il a été blanchi par la justice. Hein. La justice sur le cas Norman, aux dernières nouvelles, dit qu'il n'y a rien qui est pénalement répréhensible dans ce qu'il a fait. Donc après, peut-être qu'il a fait des choses moralement répréhensibles, mais ce n'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que la justice arrive après coup en disant finalement ce gars est innocent, mais sa carrière est complètement détruite parce que la justice populaire, ce tribunal populaire, agit beaucoup plus rapidement que la justice, et même si encore une fois la justice finit par donner raison, eh bien c'est trop tard, le mal est fait. Et je voudrais donc aborder ça d'un point de vue rhétorique en vous donnant des outils concrets que vous allez pouvoir utiliser si vous vous retrouvez dans cette situation, mais vous allez voir que les outils que je vais partager avec vous sont également utiles dans bien d'autres situations, même les relations que vous pouvez avoir avec des collègues, les relations que vous pouvez avoir si vous êtes manager, les relations que vous pouvez avoir même avec certains membres de votre famille, si vous avez certains problèmes. Donc ça s'applique aussi à la famille et aux amis. Mais donc avant ça, le concept que je voudrais développer, c'est ce concept de nouvelle agora. Et donc je vous dis souvent que effectivement on ne vit pas dans quelque chose qui s'apparente à une démocratie directe, on est dans des démocraties qui sont très indirectes, mais je trouve que sur cette notion de tribunal populaire, la situation qu'on vit est finalement assez proche de la situation dans laquelle la rhétorique a émergé. Donc je vous rappelle que la rhétorique, c'est un outil qui a émergé avec la démocratie et pour la démocratie. C'est un outil qui a émergé quand on est passé d'un monde où les décisions étaient prises par des sages, par des figures magico-religieuses, les oracles, les anciens, enfin, ce genre de choses. C'était quand il y avait un conflit, on se tournait vers le chef, on se tournait vers l'ancien pour trancher, et on est passé de ça à un monde où si vous aviez un problème parce que votre voisin disait que vous l'aviez arnaqué, que vous aviez pris sa femme, que vous aviez pris ses moutons, que vous aviez pris en même temps sa femme et ses moutons, etc. Enfin bref, si vous étiez accusé par quelqu'un d'avoir fait quelque chose de mal, il n'y avait pas de tiers dans la démocratie athénienne, c'était un face-à-face. C'est-à-dire que vous aviez rendez-vous un jour dans le tribunal qu'on appelait l'ailier, l'accusation parlait en premier, et donc ça veut dire qu'il fallait faire un discours sans notes, enfin avec des notes que vous aviez pu préparer évidemment, mais vous deviez faire un discours le plus captivant possible face à une foule qui pouvait être gigantesque. Vous deviez être audible, vous deviez être concis, vous deviez être précis face à un public qui peut-être vous aime pas, peut-être qu'il en a rien à faire, mais vous deviez être capable de capter et de maintenir l'attention. Une fois que l'accusation s'était exprimée, c'était à la défense de parler, et ensuite le public votait à main levée pour dire ben voilà, on pense que lui a gagné, ou alors on pense que lui a gagné, et ensuite il votait sur la sentence à appliquer. Il n'y avait pas d'appel, c'est-à-dire que le public vote, soit vous avez convaincu, soit vous avez perdu. Et je trouve que la situation actuelle, où si la foule décide que vous avez fait quelque chose de mal et que la foule commence à vous tomber dessus, eh bien ça ressemble beaucoup à cette situation de démocratie directe, dans le sens où si vous n'êtes pas capable de bien vous défendre, ben vous êtes cuit. Vous êtes complètement cuit, et donc j'ai pas envie d'accabler les personnes dont je vous ai parlé, vous savez,
en début de vidéo, parce que dans une situation comme ça, c'est toujours difficile de se défendre, donc je vais pas dire s'ils ont bien ou mal fait dans leur défense. Ce qui m'intéresse, c'est vous. Ce qui m'intéresse, c'est si vous vous retrouvez dans une situation, comment est-ce que vous pouvez vous préparer? Eh bien, on peut se préparer, si on se retrouve dans ce genre de situation, avec un outil qu'on appelle les lieux. Qu'est-ce que c'est que les lieux? Ça part de l'idée qu'une situation délibérative ressemble à une autre situation délibérative, une situation judiciaire ressemble à une autre situation judiciaire, et donc vous avez des arguments que vous pouvez vous attendre à vous voir opposer, et que vous pouvez donc blinder votre défense si vous avez des éléments à dire sur ces différentes catégories d'arguments. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous déplier les lieux du judiciaire, et je vous donnerai également j'essaierai de vous faire réfléchir aux différents contextes dans lesquels vous pouvez les appliquer. Et encore une fois, ce sont des lieux que vous pouvez aussi bien appliquer si vous êtes attaqué, mais c'est aussi des lieux que vous pouvez appliquer si vous avez l'impression que quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui travaille pour vous, si vous êtes manager, ou quelqu'un qui travaille avec vous, ce sont des lieux que vous pouvez appliquer pour essayer de prendre une décision avec justesse et de la défendre à l'oral avec justice. Donc premier lieu, c'est-à-dire premier tiroir dont vous pouvez tirer vos arguments, premier domaine sur lequel vous pouvez vous attendre à être attaqué, c'est tout simplement le lieu de la règle. Si on vous reproche d'avoir fait quelque chose de mal, si vous reprochez à quelqu'un d'avoir fait quelque chose de mal, quelle est la règle qui a été enfreinte? Et dans certains cas, il y a une règle claire, c'est-à-dire on n'a pas le droit d'avoir tel type de relation avec tel type de personne, on n'a pas le droit de griller un feu rouge, enfin voilà, il y a des choses qui sont assez claires dans la loi, mais il y a certaines choses où on est dans une zone grise, c'est-à-dire que si vous avez l'impression que vous avez un employé ou un collègue qui fait de l'ironie dans les réunions, vous n'avez pas une règle écrite selon laquelle on n'a pas le droit de faire de l'ironie dans une réunion, ou alors ça veut dire que vous devez instaurer une règle, mais en tout cas pour qu'un comportement soit répréhensible, il faut qu'il y ait effectivement une loi qui soit enfreinte, et vous devez la formuler. Et vous pouvez essayer de formuler une personne qui est systématiquement en train de faire de l'ironie dans une réunion nuit au bon comportement de l'équipe. Enfin, vous pouvez essayer de la formuler, mais c'est une règle qui peut être en tout cas attaquée. Mais si vous reprochez un comportement à quelqu'un, c'est que vous devez être capable de formuler la règle qui a été enfreinte. Je me demande si c'est pas un serpent. Voilà, il y a eu un petit bruit qui faisait un peu un bruit de serpent. On va se dire que c'est une couleuvre, une gentille petite couleuvre. De toute façon, il fait assez frais, donc je pense pas que je puisse croiser une vipère comme ça. Donc ça, c'est la première chose. Vous devez savoir si vous avez potentiellement enfreint une règle. Je me méfie parce que il y a pas longtemps, en fait, je faisais un podcast dans un chemin qui ressemblait un peu à celui-là, et je me suis fait attaquer par un petit chien, un vilain petit chien qui m'a bondi dessus pour absolument aucune raison, qui m'a mordu et qui m'a laissé une belle cicatrice. Voilà, j'en avais parlé sur mon canal Telegram, donc maintenant je fais un peu gaffe quand je suis lancé dans un raisonnement et que j'entends des petites bébêtes qui sont autour. Et enfin bref, voilà, je me suis fait attaquer par un chien. Un petit chien en plus. Voilà, donc le premier lieu, c'est la règle. Est-ce que vous êtes capable de formuler la règle qui est attaquée? Est-ce que c'est une règle qui est floue? Est-ce que c'est une règle qui est stricte? Si c'est une règle qui est stricte, est-ce qu'on peut faire une dissociation entre l'esprit et la lettre de la loi? Et évidemment, souvent c'est un peu flou, parce que si on prend le cas de Norman, voilà, c'est est-ce qu'il a eu des relations inappropriées avec des membres de son public? Est-ce qu'on a le droit, quand on est influenceur, de profiter de son influence? Enfin, c'est des règles qui sont souvent un peu floues. Donc, il y a des arguments qui peuvent être produits pour, il y a des arguments qui peuvent être produits contre, mais vous ne devez pas ignorer. Vous ne devez pas ignorer la manière dont on peut qualifier votre comportement comme ayant enfreint une règle. Donc ça, c'est le premier lieu. S'il y a un comportement qu'on vous reproche ou que vous reprochez à quelqu'un d'autre, est-ce que vous êtes capable de formuler la règle qui est enfreinte et quel jeu vous pouvez introduire dans cette règle? Le deuxième lieu, c'est celui des intentions. Donc c'est-à-dire que dans certains cas, on peut dire
que vous avez commis quelque chose de mal, mais peut-être que vous ne vouliez pas faire quelque chose de mal. Et donc là, c'est pareil, il y a un jeu, c'est que si vous êtes manager et que vous avez par exemple un collègue qui arrive systématiquement en retard, bah vous pouvez interpréter son comportement comme quelqu'un qui ne respecte pas son travail, quelqu'un qui fait passer d'autres priorités avant son travail. Donc peut-être que ça peut être interprété comme il a l'intention, je sais pas, de signaler qu'il n'aime pas son boulot, mais peut-être que son intention n'est pas du tout ça. Peut-être que c'est simplement un gars qui a des problèmes en ce moment chez lui, donc voilà, peut-être qu'il n'a pas de mauvaises intentions. Si un collègue fait des remarques désagréables ou fait un petit peu d'ironie pendant une réunion, on peut interpréter ça comme une intention de saboter, mais on peut également interpréter ça comme une intention de détendre l'atmosphère, comme une intention, je sais pas moi, de protéger ses collègues par rapport à une atmosphère un peu trop pesante. Donc les intentions, c'est pareil. Vu que par définition, les intentions vous sont propres, c'est quelque chose qui relève de votre fort intérieur, eh bien on ne peut pas prouver avec certitude que vous aviez de mauvaises intentions, mais vous avez intérêt à vous protéger, parce que quand vous serez dans une situation où on vous reprochera quelque chose, eh bien la partie adverse fera tout pour expliquer que vous aviez des mauvaises intentions. On va tout faire pour pouvoir requalifier vos actes comme étant motivés par de mauvaises raisons. Et donc vous avez intérêt c'est pour ça que je trouve ça tellement important de clarifier votre vision. Vous savez, moi je suis un créateur de contenu, donc ça veut dire que assez régulièrement on peut me dire tout ce que tu fais, tu le fais pour l'argent. Et moi, en mon fort intérieur, je suis transparent sur le fait que je suis très heureux de pouvoir créer ma source de revenus via quelque chose que j'aime. Donc cette notion financière est importante pour moi. Mais au fond de moi, je sais également que si je fais ça, c'est parce que je considère que être entouré de gens qui sont plus compétents rhétoriquement, être entouré de gens qui sont capables de défendre les choses qu'ils ont à cœur, j'ai envie de vivre dans un monde comme ça. J'ai envie de vivre dans un monde entouré de gens qui sont capables de défendre leurs idées, qui sont capables de bien exprimer les belles choses qu'ils peuvent avoir sur le cœur. Et ça, si c'est pas moi qui fais ce travail, c'est pas moi qui fais ce travail de requalifier mes intentions quand on essaie de m'attribuer de mauvaises intentions, personne ne va le faire. C'est pareil pour vous. Donc quand vous faites quelque chose, évidemment que vous êtes dans une zone grise. On fait la plupart des choses à la fois par intérêt, à la fois par amitié, à la fois par besoin de sens, par plaisir, etc. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles on est amené à faire ce qu'on fait, et il va y avoir toujours un combat pour essayer de tirer vos intentions du mauvais côté, et vous, votre travail, c'est de les tirer du bon côté, et on peut d'autant mieux tirer nos intentions du bon côté qu'on est cohérent, qu'on a une vision, qu'on a des valeurs, et qu'on a fait ce travail finalement de clarifier de quoi est-on fait, et quelle est notre vision, où est-ce qu'on a envie d'aller avec ce qu'on fait. Troisième dimension, les circonstances. Donc vous savez, ça c'est un lieu classique, c'est les circonstances aggravantes, vous voyez, ou les circonstances atténuantes. Il y a une différence entre quelqu'un qui vole une coque de iPhone dans un supermarché et quelqu'un qui vole une tranche de jambon, vous voyez, dans un supermarché. C'est pas la même chose. Quelqu'un qui vole parce qu'il crève de faim et quelqu'un qui vole parce qu'il a envie d'avoir quelque chose qui brille, c'est pas la même intention. Ou en tout cas, c'est pas les mêmes circonstances. Et donc tout le travail, c'est de savoir si dans ce que vous reprochez à quelqu'un, il y a des circonstances qui sont atténuantes, ou dans ce que vous reprochez à quelqu'un, est-ce qu'il y a des circonstances qui sont aggravantes. Et le critère, c'est est-ce qu'une personne de bonne volonté dans cette situation-là aurait été amenée à faire ce comportement qui, s'il peut être répréhensible, est du moins compréhensible au regard des circonstances. Donc il faut également avoir ça à l'esprit. Quand vous avez un comportement qui potentiellement peut être attaqué, c'est important de le mettre dans le contexte des circonstances dans lesquelles ce comportement a été produit. Je vais changer de sens parce que sinon je vais me prendre du vent et vous allez avoir un moins bon son. Ensuite, quatrième catégorie. La quatrième catégorie, c'est le précédent. Est-ce qu'il y a un cas précédent, vous savez, un cas qui ressemble à ce qui vous a été reproché, et est-ce qu'on ne peut pas tirer une injustice de ça, vous savez, du type, quand on a reproché ça à cette personne
les gens ont laissé passer, et quand ça tombe sur moi, là on me le reproche, là on m'attaque, donc ça veut dire qu'il y a un problème. Vous savez, donc il y a cette notion de précédent. Est-ce qu'il y a d'autres cas qui ressemblent aux vôtres? Comment ces autres cas ont été jugés? Et au regard des jugements passés, est-ce que le jugement qu'on apporte au cas maintenant est différent? Et donc tout le jeu, c'est si les précédents vont dans un sens qui vous dessert, expliquer que votre cas ne ressemble pas du tout au précédent, et si au contraire il y a des précédents qui vont dans un sens qui vous arrange, vous avez intérêt à dire c'est exactement comme ce qui s'est passé dans l'autre cas, donc il faut juger comme dans l'autre cas. Donc on a dit quoi? On a dit les règles, on a dit les intentions, on a dit les circonstances, on a dit les précédents, et donc il en reste deux. Vous avez le caractère. Donc le caractère, qu'est-ce que c'est? Le caractère, c'est la personne dont on parle. Est-ce que le comportement qu'elle a eu, le comportement répréhensible qu'elle a eu est exceptionnel, ou alors est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose de récurrent? Vous savez, si on vous prend si on commence à vous attaquer sur un point, vous allez avoir plein de gens qui vont sortir en disant oui, et en plus c'est pas la première fois, il a déjà fait ça, 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 ça et ça. Donc il y a des enjeux de réputation. Et donc la question, c'est qu'un comportement est plus répréhensible s'il est répété, parce qu'il peut être interprété comme il peut être interprété comme le fait qu'il y a un mauvais trait de caractère derrière, une volonté de nuire derrière, etc. Mais c'est comme tout, on peut jouer avec, parce que, je sais pas, on prend le cas de quelqu'un qui arrive systématiquement en retard au travail, on peut dire c'est bien la preuve que c'est pas pour embêter, c'est bien la preuve qu'il a un problème structurel, c'est bien la preuve qu'il a des difficultés, etc. Donc on peut interpréter ces précédents de différentes manières, mais donc faites attention que vous avez un ethos préalable, c'est-à-dire le jour où vous allez être attaqué, c'est possible que plein d'autres personnes viennent dire c'est pas la première fois, c'est normal que ça lui tombe dessus aujourd'hui parce qu'il n'a pas cessé de, etc. Donc faites attention à ça. Il y a des récits qui peuvent être écrits à propos de vous, et donc c'est important d'être capable de contrôler votre narratif. Et puis la dernière dimension, c'est la dimension des conséquences de la décision. Donc dans ce cas, si on décidait d'être clément, quel signal on envoie? Si on décide d'être strict, quel signal on envoie? Et donc là c'est pareil, on peut jouer avec ça. Donc si on permet à un youtubeur de s'en sortir après avoir eu des comportements inappropriés en convention, quel message on envoie sur l'impunité? Si on sanctionne un youtubeur toutes les fois qu'il est affectueux avec des membres de sa communauté, est-ce qu'on risque pas de créer une situation où il n'y a plus de confiance? Enfin voilà, essayez pas de détourner mes propos en disant oui, il est en train de soutenir, ou alors il est en train d'essayer de mettre telle personne la tête dans la boue. Rien du tout, hein. Je suis dans une approche qui est tout à fait analytique avec vous. En tout cas voilà, c'était donc les différents lieux de la rhétorique que vous pouvez utiliser pour préparer une défense, mais également pour préparer une décision dans ce genre de circonstances. Ces circonstances, donc, où on considère qu'un comportement est problématique, et il faut soit trouver des manières de disculper, soit trouver des manières d'inculper. Et je trouve que là j'ai parlé de la situation de si on vous traîne comme ça sur la place publique, mais je pense que c'est aussi important si vous êtes dans une position de manager, ou si vous êtes dans une situation où vous avez des relations compliquées avec des collègues, parce que la plupart des comportements sont dans des zones grises. Vous savez, personne c'est très rare dans un contexte professionnel qu'une personne dit ouais en fait j'ai fait ça parce que je t'aime pas, tu vois. ça arrivera jamais. Mais il peut y avoir des tensions qui naissent du fait que des personnes commencent à être passives-agressives de façon récurrente. Ça peut valoir la peine d'identifier un comportement et de se demander mais au fait, est-ce que j'ai des outils qui me permettent de prouver que ce comportement est répréhensible? Et si je viens vers la personne, que je la confronte et que je dis écoute, dans telle situation, pour moi il y a tels éléments qui rentrent en jeu, je pense vraiment qu'il y a un problème. Et vous êtes capable d'anticiper la défense de l'autre personne, parce que pour moi la bonne manière de procéder, c'est je vais vous le mettre dans l'article que
que je vais publier sous cette vidéo comme d'habitude, hein, parce que vous savez, je fais vraiment ce contenu pour vous aider, et donc c'est pour ça que je crée un article à partir de ça, et dans l'article, je vais vous mettre les différents lieux, et une bonne pratique, c'est quand vous êtes confronté à ce genre de cas, de remplir les différentes cases, et je pense que ça peut même être utilisé comme un outil de management quand vous voulez confronter une personne qui a eu un comportement problématique, et que vous n'avez pas envie que ça tombe immédiatement dans les affects. C'est en disant, regarde, on va prendre point par point cette situation, on va la débriefer ensemble, et puis pour chacun des points, je vais te dire ce que je pense ou ce que tes collègues pensent, et puis pour chaque point, tu vas avoir la possibilité de te défendre, et puis on va peser à chaque fois le pour et le contre. Ça peut être une très bonne manière de faire quelque chose comme un petit procès, si vous voulez, mais où vous adoptez plutôt la position du juge, plutôt que celle du procureur, vous voyez. C'est-à-dire que vous êtes là pour tout bien considérer, peser les pour et les contre, afin de pouvoir rendre une décision qui serait juste. Voilà, dites-moi si ce genre de contenu vous aide. J'espère, je pense que je vous ai respecté avec cette vidéo. Si ce genre de sujet vous intéresse, vous avez évidemment le lien vers mes 2 ouvrages, 12 leçons de rhétorique pour prendre le pouvoir, ainsi que 12 leçons de dialectique pour gagner la guerre des idées. Vraiment, je vous encourage à potasser ces 2 livres, ça va vous donner beaucoup de force. Et comme d'habitude, vous avez le lien vers la transcription, l'article tiré de la transcription de cette vidéo, si vous avez envie d'approfondir, et si vous avez envie de réviser un petit peu tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Prenez bien soin de vous, et à très vite.